Pour mener cette nouvelle guerre froide, Vladimir Poutine, le tacticien, a choisi Sergueï Lavrov comme stratège. Un président et son ministre des Affaires étrangères. L'un combat et se pose devant les caméras, l'autre est à la table des négociations. Un aigle à deux têtes, avec pour unique feuille de route, redonner à la Russie son statut de puissance mondiale. Dès 2008, Vladimir Poutine va trouver l'occasion de prouver sa détermination. Sourde à l'avertissement lancé à Munich, l'OTAN poursuit sa course jusqu'aux frontières de la Russie. Une ligne rouge se prépare à être franchie. La doctrine du Kremlin est pourtant sans équivoque. On ne touche pas à mon étranger proche. Le paradoxe de l'évaluation de la politique étrangère russe repose sur la paranoïa. Parce qu'à cette époque-là, l'OTAN a entamé des discussions pour inviter la Géorgie et l'Ukraine dans son organisation. Pour Poutine, l'offensive de l'OTAN vers la Géorgie et l'Ukraine apparaît comme une provocation américaine à sa porte. Riposte immédiate. En Géorgie, dans les régions russophones d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, des conflits latents, dits gelés, reprennent fort opportunément. Un piège tendu par Moscou à la Géorgie et ses alliés américains. La crise géorgienne de 2008 et la crise ukrainienne de 2014 portent la même signature. C'est les mêmes qui ont tiré les ficelles. Ce sont nos amis de longue date, ce sont les États-Unis. La révolution des roses en Géorgie avait porté au pouvoir le jeune et pro-occidental Mikhail Saakashvili. Au palais présidentiel, sous l'œil bienveillant de George Bush, le président géorgien décide de remettre de l'ordre dans ces provinces agitées par Moscou. Et donc, Saakashvili, en Géorgie, il est persuadé que les Américains vont le soutenir à fond. Voilà. Parce qu'on lui a dit, mais t'inquiète pas. En fait, nous, on est vraiment derrière toi, quoi. Et le président Bush te soutient. L'armée géorgienne pensait la victoire facile. Mais le 7 août 2008, les chars russes entrent en Géorgie. C'est un piège qui se referme. Au terme d'une guerre éclair, Moscou reconnaît l'indépendance de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie. La Géorgie vient d'être amputée de 20% de son territoire. C'est la première fois depuis la disparition de l'Union soviétique que l'ours russe sort de sa tanière. Он считается у нас хозяином тайги. И он не собирается, и я знаю это точно, куда-то переезжать в другие климатические зоны, ему там неуютно. Но тайги он своей никому не отдаст. Я думаю, что это должно быть понятно. C'est un double message qui est adressé en 2008 par Poutine à ses voisins. Et en particulier à ses voisins qui sont tentés par une alliance ou une entrée dans l'OTAN. Le premier message, c'est de dire, vous voyez, lorsqu'il s'agit de nos intérêts vitaux, localement, on peut faire des opérations militaires pour les défendre. Deuxième message, plus important encore, on le fait et vos alliés putatifs, ceux auxquels vous allez confier votre sécurité, n'interviennent pas. Donc on peut dire que là-dessus, le coup de Poutine, cette guerre en Géorgie, c'est un succès à la fois militaire, mais aussi politique. La bataille suivante se joue à Kiev, en Ukraine, où Moscou et l'Occident se font face. Porté par les révolutions de couleur, le pays s'apprête fin 2013 à signer un accord d'association avec l'Union européenne et l'OTAN. Mais Poutine refuse de perdre cette nation sœur. L'histoire est trop intime, alors il menace. Président Российской Fédération, Vladimir Vladimirovich Poutine. Наши западные партнеры во главе с Соединенными Штатами Америки предпочитают в своей практической политике руководствоваться не международным правом, а правом сильного. И в случае с Украиной наши западные партнеры перешли черту. Вели себя грубо, безответственно и непрофессионально.
Donc on retombe toujours sur cette même inquiétude et qui aujourd'hui est d'autant plus forte que la Russie se sent elle-même, à tort ou à raison, le régime russe se sent lui-même soumis à une possible menace de tentative, de coup pour remplacer le régime. Je pense que là, le profil KGB de Vladimir Poutine joue à plein, c'est-à-dire la menace extérieure, la menace de subversion, la menace de changement de régime. Ce sont des choses qui, par formation, préoccupent beaucoup l'actuel président russe. Sous la pression de Moscou, Yanukovych, le président ukrainien, rejette l'accord avec l'Union européenne. Il provoque la fureur d'une partie de sa population qui ne veut plus dépendre de l'influence russe. En février 2014, la révolution de Maïdan embrase Kiev et fait une centaine de victimes. Les hommes, à la solde de Moscou, sont chassés. C'était la ligne rouge à ne pas franchir pour Poutine. Une ligne qu'il avait déjà tracée lors de la guerre entre la Russie et la Géorgie en 2008. Or, ce message n'a pas été entendu. Depuis les tsars, le port de Sébastopol au sud de l'Ukraine en Crimée est l'unique accès de la Russie aux mers du Sud. Un enjeu vital pour Moscou. Via les détroits turcs, ces navires peuvent rejoindre la base de Tartous en Méditerranée orientale et se projeter au-delà. Et là, les Russes envisagent un cauchemar, c'est-à-dire la possibilité que cette base de Sébastopol puisse un jour devenir une base de l'OTAN si, finalement, l'Ukraine peut réaliser son projet d'adhésion à l'OTAN. Sébastopol aux mains de la flotte américaine ? Un cauchemar inenvisageable pour le Kremlin. Il faut agir, et vite, pour empêcher cette catastrophe géostratégique.